Europe 1, il est 7h15. Les experts avec vous, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André qui va nous dire des choses étonnantes vraiment sur la primaire, Jean-Philippe Ballas qui nous parle d'international et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Presque oublié de vous dire bonjour. Axel de Tarlet, tiens, on va prendre notre caddie, on va aller chez Monoprix pour commencer. Monoprix qui poursuit sa montée en gamme. Bon, il faut prendre son caddie et sa carte bleue. Avec, il y a des espaces restauration, fleuristes, bar à sushi, cave à vin. Mais Monoprix, c'est quand même très cher. Alors, est-ce que ça marche ? Je confirme, Monoprix, c'est 20% plus cher que les grandes surfaces traditionnelles. Alors, donc la question est, pourquoi est-ce que les gens acceptent de payer 20% plus cher pour un même panier de produits ? Alors, c'est le magazine Challenge qui a décortiqué cette stratégie. D'abord, effectivement, Julie, vous le dites, c'est parce que les magasins sont en centre-ville, ils ne sont pas en périphérie, pas besoin de prendre sa voiture. Oui. 2, ils sont ouverts tard le soir, vous pouvez faire vos courses à 20, 21h et même plus tard, 22h certains. Des produits exclusifs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et enfin, vous l'avez dit Thomas, des produits haut de gamme. Ce qui a un avantage, c'est que ça valorise la clientèle. Qui du coup, c'est flatteur. Ouais, exactement. On accepte de payer plus cher pour évoluer dans un univers haut de gamme. Voilà, mais attendez, au-delà de Monoprix, est-ce qu'on peut parler d'une tendance de fond ? Parce qu'il y en a d'autres. Il y a Lidl également qui a décidé de monter en gamme avec notamment une offre de grands vins de Bordeaux. C'est récent. Oui, il y a Lidl qui a offert lors de la dernière foire au vin, vendu des châteaux Yquem, 160 € la bouteille. Vous avez également Franprix qui maintenant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais développe dans ses magasins des espaces mandarines. Alors mandarine, ça veut dire une rôtisserie, une boulangerie un peu haut de gamme avec des viandes, et une machine aussi pour presser les jus d'orange. C'est formidable. Voilà. Oui, la machine pour les jus de fruits. Vous voyez, les oranges. Si on peut apporter un petit jus d'orange pressé à Julie, ça on lui prend ferait la bien. bouteille à côté, on fait marcher la machine et on a du jus d'orange frais. Bon, mais pourquoi cette montée en gamme ? Alors, pourquoi cette montée en gamme ? Alors, je vais vous dire, parce que l'univers de la grande distribution est un univers impitoyable, où il y a une guerre des prix sans merci, et que dans cet univers, il y a deux géants, Leclerc et Carrefour, qui sont imbattables sur les prix. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez les petits derrière qui ont développé des stratégies alternatives pour survivre. Monoprix a décidé de monter en gamme. Lidl fait la même chose. C'est parce que Lidl n'arrive pas à battre Leclerc sur les prix que Lidl adopte une stratégie alternative qui consiste à monter en gamme. Mais il ne faut pas se mentir, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Monoprix, c'est 2% du marché, alors que Leclerc et Carrefour, c'est 20% du marché. Ah oui. Chacun voyez. Chacun, donc 40% les deux, voilà. 2% donc Monoprix, c'est 2% si vous voulez, et il n'y aura pas de place pour beaucoup à vendre 20% plus cher. C'est quand même pas une recette fantastique pour vendre. La politique, Antonin André, à gauche, on cherche une recette fantastique, non pas pour vendre, mais pour gagner l'élection. La primaire à gauche, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour pousser François Hollande à s'y soumettre. Manuel Valls, ce week-end, semble avoir fermé la porte. François Hollande est le candidat naturel de la gauche, dit-il. Et vous, vous nous dites ce matin, Antonin, que François Hollande pourrait très bien retourner le piège contre ses auteurs. Absolument, Thomas. Une primaire de toute la gauche à laquelle participe François Hollande, c'est possible. Vous noterez d'ailleurs que lui-même, François Hollande, en on comme en off, est toujours resté silencieux sur le sujet depuis qu'il est président de la République. Il ne dit rien. Vous dit rien. Il ne dit rien. Et je peux vous dire qu'il n'a pas totalement exclu de s'y jeter dans la primaire. C'est un peu comme la déchéance de nationalité. Vous savez, il observe, il regarde, il écoute sans se prononcer et il donne son arbitrage au dernier moment, prenant tout le monde à revers, parfois même ses plus proches. François Hollande, président et candidat à la primaire, vous lui dites ce matin, ça n'est pas à exclure, on l'entend, c'est la première fois qu'on l'entend, mais on voit mal pourquoi le plus impopulaire président de la Ve République se soumettrait à une primaire, c'est un risque insensé. Pour la gagner. Tout simplement pour la gagner. Alors évidemment, on parle d'une primaire ouverte de toute la gauche, des communistes aux écologistes, en passant par les radicaux, les frondeurs du PS. Alors qui est candidat ? Vous avez Pierre Laurent qui n'a pas dit non, Cécile Duflot, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, pourquoi pas Marie-Noëlle Lienemann, ajouter le radical Jean-Michel Baillet, si tous s'engagent à une primaire de rassemblement, c'est-à-dire que c'est le ralliement de tous derrière le vainqueur. Pourquoi François Hollande n'irait pas ? Manuel Valls vient de lui laisser la place. Merci Manuel Valls, en le désignant candidat naturel. Aussi impopulaire soit-il, François Hollande, vu le casting, n'a rien à craindre. Il y a Cécile Duflot qui pèse 2%, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon en concurrence avec Pierre Laurent. Rien à perdre et tout à gagner parce qu'au premier tour, du coup, terrain dégagé, pas de candidat écologiste, pas de candidat communiste. Il n'y en a qu'un seul qui a flairé le piège. Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui tout de suite, lui, s'est empressé de refuser la primaire. Et on peut même aller plus loin. C'est tout bénef pour François Hollande parce que c'est l'assurance d'accéder au second tour. On l'a vu au régional. Quand toute la gauche est rassemblée au premier tour, elle devance la droite. Quand elle est divisée, elle est éliminée. Si François Hollande veut un second mandat,
la primaire est peut-être son meilleur atout. Et bien voilà quelque chose qu'on n'avait pas encore entendu et qui est assez convaincant, il faut bien le reconnaître, Antonin André. On va aller à Ouagadougou, et notamment au Burkina Faso. Jean-Philippe Ballas avec vous. L'ombre d'un homme, d'un terroriste revient après l'attentat de vendredi. Et son nom vous dira forcément quelque chose. Il s'appelle Mokhtar Belmokhtar. C'est un homme que l'on a cru mort à plusieurs reprises, mais dont le nom ressurgit régulièrement, puisque c'est son groupe Al-Mourabitoun qui a revendiqué l'attaque au Burkina Faso. Alors, je vais être franc, ce matin, personne ne peut dire exactement où se trouve Belmokhtar actuellement. Il est peut-être en Libye, on ne sait pas même s'il est toujours vivant, il se cache quelque part dans le désert. Il faut savoir que les Américains ont mis sa tête à prix, 5 millions de dollars. Oui, son parcours en a fait l'un des terroristes les plus recherchés de la planète. Mais qu'est-ce que l'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on sait de Belmokhtar? Alors, on sait que c'est un homme d'une quarantaine d'années, qui est né en Algérie, qui très tôt va se prendre de passion pour la lutte des Moudjahidines en Afghanistan au début des années 90. C'est là-bas d'ailleurs qu'il va perdre un œil en maniant des explosifs. Le borgne, ce sera désormais l'un de ses surnoms. C'est là-bas aussi qu'il va faire la connaissance de son maître à penser, si j'ose dire, Oussama Ben Laden. Alors, ces dernières années, Belmokhtar a fait parler de lui notamment lors de 2 attaques sanglantes. La prise d'otages dans le complexe gazier d'In Amenas en Algérie. Ouais. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. On en avait énormément parlé. Puis plus récemment, au mois de novembre, 19 victimes dans l'attaque d'un hôtel. C'était à Bamako. Mais son groupe est vraiment très puissant dans la région aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que j'en parlais hier soir avec Didier François, notre spécialiste sur ces questions à Europe 1. C'est un groupe qui a subi de lourdes pertes ces dernières années, notamment face aux Américains et face à l'armée française. C'est un groupe qui est toujours resté affilié à Al-Qaïda, c'est important. Il n'a pas fait allégeance, lui, à l'État islamique. Et dans toute cette nébuleuse d'organisations djihadistes, il fait des alliances un peu au coup par coup, avec de petits groupes selon les régions. Il a peu de moyens. Et justement, si l'on est un peu cynique, Thomas, on se dit que le genre d'attaque qu'on a pu voir au Burkina, ce genre d'attaque demande finalement très peu de logistique, très peu de préparation pour un retentissement forcément mondial. Ouais, avec des cibles choisies occidentales, là encore, la France qui était visée, évidemment, ça garantit, entre guillemets, un impact mondial à ces attaques. Voilà donc pour Mokhtar Belmokhtar. Vous parliez de l'attaque d'In Amenas en Algérie. Ça donnait lieu à un formidable livre. Notre collègue journaliste ici, Walid Berissoul, voilà, pour ceux qui veulent se replonger dans cette affaire. On va innover tout de suite. Alors Anne Le Gall, imaginons, nous sommes à Venise, dans une gondole, tout ça, tout va bien, et vous nous mettez une colonie de poissons robots dans les canaux de Venise. Exactement, 120 poissons robots précisément qui vont être lâchés sous les gondoles et autour des marais salants de Venise dans les mois qui viennent. Alors leur mission sera de surveiller l'impact de la pollution et du réchauffement climatique sur les fonds sous-marins de Venise. Donc ils seront 120, ils ressemblent vraiment à des poissons ces robots? Absolument, ils sont jaunes avec des nageoires. Côté forme, on n'est pas loin de la dorade. Et puis, à côté de ces Gare robots... à la méprise pour les pêcheurs. Hein, quand même. Oui, on ne peut pas trop avoir de confusion quand même. Et à côté des robots, on aura aussi à Venise des robots en forme de moules, des moules bioniques, des coquillages qui seront posés sur le sol et qui pourront se déplacer en groupe, en colonie, en fonction des courants et qui collecteront des données sur la qualité de l'eau, sur les algues, les bactéries. Et puis en surface... En complément de tout ça, il y aura aussi des robots nénuphars qui stockeront de l'énergie solaire pour alimenter les autres robots. C'est tout un écosystème qui a été conçu et c'est unique au monde. On n'a pas de robot gondolier encore, ça va? Non, pas encore. Pas encore. Mais on n'aurait pas pu faire la même chose avec un seul sous-marin? Je sais pas, il y a besoin de tout ça. Effectivement, on aurait pu, mais ça aurait été beaucoup moins efficace puisque la collecte de données est démultipliée avec 120 robots. Et ce qui est bluffant, c'est que ces 120 robots peuvent fonctionner des mois et des mois sans aucune intervention humaine puisqu'ils sont coordonnés entre eux grâce à un algorithme inspiré du comportement collectif des fourmis, des abeilles et des cafards. Ça s'appelle le biomimétisme. On n'a pas trouvé mieux que de s'inspirer de la nature et des colonies d'insectes pour organiser le fonctionnement social de ces robots qui pourront donc prendre des décisions collectives et puis s'appeler les uns les autres quand ils ont besoin de se recharger en énergie. Ce projet baptisé Subcultron mobilise les chercheurs de 5 pays européens et donc ces poissons artificiels vont surveiller Venise jusqu'en 2019. Laisse les gondoles à Venise. Laisse les robots à Venise. Laisse les moules bioniques dans les canaux de Venise. Ça serait moins sympa quand même. Merci les experts. À demain matin. À demain. À demain.